Et en discussion avec Mathieu Pigasse, on vous propose d'organiser notre discussion en 3 temps. D'abord d'avoir un échange sur les questions économiques, sur les questions financières, sur les questions de politique économique. Et puis dans un deuxième temps, parce que Mathieu Pigasse est aussi président du groupe Combat, qui est engagé, vous le savez, dans la bataille culturelle contre l'extrême droite, notamment avec le travail qui est fait par un certain nombre de médias. Et donc on échangera aussi sur ça, sur la bataille culturelle, sur les médias, etc. Et puis dans un troisième temps, alors on est très nombreux, mais on va vous faire passer des petits papiers et en fonction du temps qui nous restera, si vous avez des questions, eh ben on interrogera évidemment Mathieu Pigasse sur ces sujets. Voilà, pour ne pas perdre de temps et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Mathieu Pigasse, vous avez sur un certain nombre de sujets économiques un discours qui détonne un peu avec ce qu'on peut parfois entendre de la part de personnes qui ont, on va dire, une position de chef d'entreprise, de banquier, une position différente de la vôtre, et notamment sur un sujet qui est un sujet majeur, qui est très présent dans l'actualité ces dernières années, et en particulier ces dernières semaines. C'est la question de la dette. On entend beaucoup que la France est dans l'incapacité de financer sa politique économique, qu'on est au bord du gouffre, qu'on serait à 2 doigts de la faillite comme la Grèce. Et vous avez un discours beaucoup moins alarmiste sur ce sujet. Alors la première question que je vous pose, c'est pourquoi la France n'est pas dans la situation de la Grèce? Pourquoi, de votre point de vue, la dette n'est pas aussi grave que ce qu'elle est présentée dans les médias? Bien, merci beaucoup. Je redis bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Moi, je suis je l'ai dit, mais très heureux d'être là. Et au fond, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, il est très simple et très court. Je pourrais le faire en une phrase et partir. Mais le message est le suivant, c'est ce que vous dites, vous, LFI, d'abord on se tutoie, donc on peut revenir au tu, mais ce que vous dites, vous, LFI, c'est possible. Au sens économiquement, ça a du sens et c'est possible. Alors je vais expliquer pourquoi effectivement une autre politique économique est à mon sens possible, que ce soit d'ailleurs sur les sujets de dette, et donc de financement, que ce soit sur les sujets de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le SMIC, ou que ce soit enfin, par exemple, sur les sujets de retraite. Je voudrais démarrer en disant une chose qui est une évidence pour nous tous ici, mais sur laquelle je veux insister parce que c'est pour moi le constat de base qu'il faut faire, et c'est ce constat qui, pour moi, déterminera l'élection présidentielle de 2027, on va gagner, qui est il faut entendre... Il faut entendre le besoin de radicalité qui s'exprime. Et je ne vais pas redire ici ce qu'on sait tous, vous, moi, nous, mais quand même, redire que ce besoin de radicalité, il n'est pas ex nihilo ou ex abrupto, il s'appuie sur des réalités concrètes, et ces réalités, pour moi, elles sont 2 ou 3. La première, l'explosion des inégalités. Elles ont atteint un niveau qui est injustifiable, insoutenable, inexplicable, et on peut les chiffrer de plein de façons différentes. Mais je vais donner un seul chiffre. Les 500 Français les plus riches possèdent autant que les 30 millions de Français les plus pauvres. Ça, c'est inacceptable. La deuxième chose, c'est évidemment la difficulté de plus en plus grande, et c'est évidemment le corollaire des inégalités, à vivre dignement. Je donne un autre chiffre que vous connaissez là aussi par cœur, qui d'ailleurs pour moi signe l'échec des politiques de l'offre, mais je pense qu'on va en reparler. Qui est le fait qu'il y a dans ce pays aujourd'hui 10 millions de pauvres, c'est-à-dire 10 millions de personnes, 15% de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, et évidemment une noria d'autres juste au-dessus. C'est évidemment inacceptable. Et enfin, la troisième chose, c'est ce que j'appelle la peur du déclassement individuel et collectif, et notamment le recul des services publics. Juste pour faire le constat, et comme c'est quand même une discussion, dire qu'on partage ce constat, je pense, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, si moi je devais la qualifier, je vais le faire, je dirais qu'elle est pré-révolutionnaire, cette situation, et qu'on est véritablement à un moment de bascule. Et au fond, elle est pré-révolutionnaire parce qu'on est dans un système proche d'un système féodal, avec des privilèges résultant de ces inégalités, et, je ne sais pas si on va en parler ou pas, mais un régime politique que moi je vais qualifier de monarchie technocratique agonisante. La monarchie technocratique, c'est un seul homme qui décide de tout, au-dessus de tout le monde, sans rendre compte à personne, entouré d'une cour de technocrates qui cherchent
des positions ou je ne sais quoi, des titres, et puis qui se réunit régulièrement à Versailles dans la Galerie des Glaces. Voilà, ça, c'est plus possible. Et donc, en effet, une fois qu'on a fait ce constat, la question c'est une autre politique, elle est non seulement possible, mais elle est nécessaire. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a un autre point qu'on partage, et au fond, j'ai un regret exprimé ici. Je suis convaincu que vous serez d'accord avec le regret que j'exprime. C'est que je trouve dommage qu'une partie de la gauche ne partage pas ce constat. C'est qu'il ne faut pas se résigner. C'est-à-dire que la politique, c'est évidemment l'art du possible, c'est l'art de rendre les choses possibles, c'est l'art de la volonté. Et donc, la gauche qui se dit gauche du gouvernement et qui dit mais attention, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on exercera, ils pensent qu'ils exerceront les responsabilités et donc il faut qu'on soit responsable. Cette gauche-là, à mon sens, se trompe totalement. Ce n'est pas le réel. C'est pas le réel qui doit s'imposer à nous, c'est à nous de nous imposer au réel. Et alors,